Voilà les 7 coups de Big Ben que vous entendez pour vous dire que nous sommes en direct à Londres pour des élections législatives qui vont décider du maintien ou du départ de Margaret Thatcher de la tête du gouvernement britannique. Ce sera le principal titre développé dans ce journal. Il est 7 h à Londres, 8 h à Paris. Vous savez qu'il y a 1 heure de décalage horaire entre les deux capitales. Les autres titres de ce journal, d'abord la visite du pape Jean-Paul II en Pologne. Il y a eu des manifestations et des arrestations. Aujourd'hui, le pape est à Gdańsk, le fief de Lech Walesa. Et puis Jacques et Pierre Chaumet placés en garde à vue par la brigade financière, et c'est une conséquence de la liquidation du dépôt de bilan de la société Chaumet, donc de la bijouterie très célèbre de la place Vendôme. Enfin, ce jeudi 11 juin, encore un jour de détention pour les otages français au Liban. Marcel Fontaine et Marcel Carton, Jean-Paul Kaufmann et Jean-Louis Normand d'Antenne 2 n'ont toujours pas été libérés. Eh bien, nous voici donc à Londres pour parler des élections législatives britanniques ici, sur fond de Parlement, sur fond de Chambre des communes. Alors allez-vous me dire en quoi cela vous intéresse-t-il? Eh bien, il y a deux raisons. D'abord, la Grande-Bretagne est un voisin très proche, donc ce qui s'y passe nous intéresse. Et puis surtout, eh bien, l'Angleterre de Margaret Thatcher s'est faite depuis 8 ans maintenant la championne de l'ultralibéralisme en Europe. Alors aujourd'hui, c'est un peu la sanction, négative ou positive, assez peu de suspense en définitive, elle sera sans doute positive, donc assez peu de suspense en définitive sur le résultat, puisque tous les sondages la donnent très largement gagnante, et même les bookmakers la donnent aujourd'hui à 1 contre 9, ce qui donc est une très belle cote. Alors nous n'aurons pas de résultat ce soir, car les derniers bureaux de vote ferment à 10 h heure de Londres, 11 h heure de Paris, mais tout à l'heure avec notre correspondant, avec Alain Cancès, qui suit pour nous ici toute la vie politique et toute la vie en général en Grande-Bretagne, nous analyserons le bilan Thatcher et nous analyserons également tout le débat qui s'est fait autour de ce scrutin. Et puis un invité que vous suivez depuis ce matin sur Antenne 2, c'est Jean-Michel Jarre, qui est donc l'invité en ce moment d'Antenne 2. Vous l'avez découvert dès Télématin, puis dans les différentes éditions. Jean-Michel Jarre qui est avec nous, qui a fait le voyage de Londres très rapidement depuis tout à l'heure. Et Jean-Michel Jarre qui connaît fort bien la Grande-Bretagne pour beaucoup de raisons, des raisons personnelles, sentimentales et professionnelles. Avec lui, nous en parlerons tout à l'heure pour parler surtout d'un très gros projet qu'il a aujourd'hui ici en Grande-Bretagne. Mais auparavant, avec vous, Claude Sérillon, le reste de l'actualité. Merci. Bonsoir. À Lyon, devant les jurés de la Cour d'assises du Rhône pour la 21e audience du procès de Klaus Barbie, toujours absent, des témoins historiques, c'est-à-dire des hommes, des femmes qui ont vécu la période de l'occupation et de la résistance, sont présents depuis le début de la semaine. Ainsi, aujourd'hui, le président de l'Assemblée nationale, Jacques Chaban-Delmas, qui fut nommé général de brigade en 1944 à l'âge de 29 ans. Compte rendu d'audience, Paul Lefebvre et Aimé Mayol. Qui dans la salle aujourd'hui peut se lever et dire qu'il n'aurait pas parlé sous la torture? Lorsque je rencontre l'un des nôtres qui a traqué, je lui serre la main. C'était le premier message de Jacques Chaban-Delmas, la reconnaissance de la résistance avec ses douleurs et ses gloires. L'homme politique s'est effacé derrière l'ancien délégué militaire national de la résistance, dont la voix, un moment, s'est cassée, comme les autres. Les Français, a-t-il dit, les Français, dans leur immense majorité, se sont bien conduits. La vie était rude, ils devaient survivre, mais pas un seul résistant n'oublie qu'il a dû son salut, un moment ou un autre, à un Français inconnu. Il faut que les jeunes d'aujourd'hui le sachent. Les jeunes, le message, le leitmotiv de tous les résistants et déportés depuis le début de ce procès. Attention, la bête immonde du racisme n'est pas morte. La présence de ces écoliers dans le prétoire, et on me dit qu'il y en a eu des centaines, et peut-être davantage, est la chose la plus importante qui soit. Car ils vont pouvoir précisément méditer, en grandissant, sur ce qu'ils ont appris. Et c'est la meilleure chance pour que dans l'avenir, les Français et les Françaises soient vigilants, très attentifs, et au moindre signe, aux moindres traces de menaces rappelant ce qui s'est passé, qu'ils puissent réagir. Inauguration du 37e salon aéronautique du Bourget par le président de la République. La France a le plus grand besoin de l'avion Rafale, a dit M. Mitterrand. Et pour le chef de l'État, la coopération européenne ne doit pas se faire aux dépens de l'industrie française. Laurent Boussier. Des avions, encore des avions. Avions français comme le Rafale, prototype d'assaut dont le lancement officiel devrait être annoncé dans quelques jours. Avion européen avec l'Airbus A320, symbole de l'Europe unie, déjà vendu à plus de 400 exemplaires et qui est aujourd'hui l'avion de transport le plus moderne du monde.
L'hélicoptère Panther aux performances spectaculaires, la TR-42, le Mystère 900, en tout une dizaine d'appareils pour une démonstration en vol qui marquait la première étape de la visite de François Mitterrand au Bourget. Après les avions en vol, les avions au sol et un chef de l'État qui a parcouru au pas de course l'ensemble des stands. Regardant les nouveautés, se déclarant favorable au Rafale, avion dont nous avons, dira-t-il, le plus grand besoin, et se faisant une fois de plus l'avocat de l'Europe. Deuxième grande étape, la visite d'Hermès et une nouvelle occasion pour le président de parler de l'Europe, mais aussi et surtout de l'industrie aéronautique française. Quant à l'industrie française aéronautique, il est évident qu'elle doit faire l'objet de tous les soins du gouvernement, par priorité. Il ne s'agit pas d'être fermé, il faut participer chaque fois qu'on le peut, et même pousser à la roue, pour que l'Europe soit maître d'œuvre, que la France soit un des éléments. Mais quand l'Europe s'y refuse, ce qui arrive aussi quand je dis l'Europe, tel ou tel pays d'Europe, après tout, ça ne fonctionne pas si mal que ça. Alors notre industrie nationale doit être soutenue, car nous sommes en pointe, et il n'y a pas de raison de se laisser distancer. Mais le Bourget, c'est aussi un salon international avec ses vedettes étrangères, comme le B-1B, bombardier stratégique américain, ou les avions chinois, présents cette année pour la première fois. Nouvelle manifestation d'agriculteurs dans le Roussillon, près de Perpignan. Un camion espagnol a été incendié, d'autres ont été bloqués à la frontière. Le ministère de l'Agriculture a souhaité que soit rapidement rétablie la libre circulation. À l'Assemblée nationale, l'amendement sur l'interdiction de la publicité pour les boissons alcoolisées a été examiné en fin d'après-midi. Pour Madame Barzac, l'alcoolisme des jeunes devient un fléau, surtout lié à la bière. Mais à l'Assemblée, il n'y a pas de totale unanimité sur cette interdiction publicitaire. Pascal Guimier. Parfum de houblon et relents d'alambic au Palais Bourbon. À l'ordre du jour, la publicité sur l'alcool. Contre, Jacques Barrot, auteur d'un amendement l'interdisant au cinéma, à la radio comme à la télévision. Un amendement que le gouvernement veut assouplir par un deuxième amendement. La publicité sur l'alcool ne serait finalement interdite qu'à la seule télévision. Il y a peut-être bien des groupes de pression, mais je crois aussi que le gouvernement, en l'occurrence, a bien l'intention de suivre tout de même le chemin du courage, peut-être pas au rythme où je le souhaiterais, ce qui importe c'est d'avancer. Avancer plus loin, beaucoup plus loin, réclament pour leur part les socialistes. Troisième amendement à l'appui. Pas question notamment de faire mousser les chaînes privées en les dédommageant. L'interdiction de la publicité télévisée pour la bière ne doit pas être l'occasion de fournir un pactole aux repreneurs de TF1, de la 5 et de la 6 sur le dos des contribuables. Protégeons la santé publique et aussi l'argent public, l'argent des contribuables. Côté majorité, on votera bien sûr contre l'alcool sur le petit écran, mais avec des nuances selon qu'on vient d'un département à bière ou d'un département à vin. Priorité à la défense des produits du terroir. Je ne peux pas partager l'avis du gouvernement en ce qui concerne la suppression de cette publicité, qui n'est pas une publicité qui est incitatoire, mais qui met en relief en forme des qualités de la bière. Je ne vois pas. Ne confondons pas lutte contre l'alcool avec le vin. Moi, je défends le vin de qualité. J'estime que le vin de qualité se déguste et ne s'ingurgite pas à des doses totalement irraisonnables. Moralité, un amendement, ça va. 3 amendements, bonjour les débats. Les députés socialistes viennent de déposer 2 nouvelles propositions de résolution contre Charles Pasqua et Robert Pandreau à propos de l'affaire du vrai-faux passeport, dit M. Yves Chalier. Ils redemandent donc la traduction en haute cour de justice du ministre Charles Pasqua. À la suite du dépôt de bilan de la bijouterie Chaumet, les joailliers Jacques et Pierre Chaumet ont été placés en garde à vue dans les locaux de la brigade financière. Il y a des candidats à la reprise, mais les dettes seraient estimées à plusieurs centaines de millions de francs envers des clients célèbres qui avaient confié des bijoux pour les revendre. Thierry Calmette résume le dossier Chaumet. L'élite des joailliers de la place Vendôme, les frères Chaumet, en garde à vue la brigade financière, la bijouterie en règlement judiciaire, comment a-t-on pu en arriver là ? Passif de l'entreprise, environ 1,5 milliard de francs. Actif, à peine 6 millions. Mauvaise gestion, arrêt des investissements des rois du pétrole, chute des prix du diamant. Tout cela n'explique pas un tel krach financier. Des clients privés, des banques, des diamantaires portent plainte aujourd'hui. Chaumet n'aurait pas respecté la règle du jeu. Les diamants, confiés pour être vendus par les 2 frères et qui n'ont pas trouvé d'acquéreur, n'auraient pas été restitués à leurs propriétaires. Circonstance aggravante, les opérations de placement dans le diamant. Pratique qui a permis à certains clients richissimes de placer de grosses sommes d'argent en diamants sans déclaration fiscale. Mais voilà, les cours se sont effondrés et Chaumet ne peut rembourser.
Parmi les créanciers les plus connus, le roi Hassan II, le président Mobutu et le ministre de la Justice, Albin Chalandon. Le tribunal de commerce de Paris a nommé cet après-midi un administrateur provisoire. Par ailleurs, les grandes manœuvres pour le rachat de Chaumet ont commencé. Savoir ce que recouvre exactement la faillite des bijoutiers ne sera pas facile. Dans ce milieu très fermé, on n'aime pas les curieux. Mais une des parties prenantes m'a confié: si l'on appliquait réellement les règlements fiscaux et douaniers, il n'y aurait plus un seul joaillier sur la place de Paris. Alors l'administration a des tolérances. Les Chaumet, eux, en ont abusé. Les alliés de l'OTAN se sont mis d'accord sur le démantèlement des forces nucléaires intermédiaires de longue et de courte portée. C'est le feu vert à la double option 0. Cela pourrait permettre la conclusion d'un premier accord de réduction effective des arsenaux nucléaires entre Américains et Soviétiques. En Espagne, les résultats des élections municipales ont confirmé le Parti socialiste à sa première place de parti espagnol, mais les militants du parti du Premier ministre Felipe González ont cependant été battus dans plusieurs villes importantes, dont la capitale, Madrid. 7 pages dans le journal Le Monde, une page avec un grand titre, La folie. C'est la suite d'une autre page du 22 avril qui était intitulée La honte et qui évoque 72 enfants originaires du Bangladesh et réfugiés en Inde, 72 enfants qui ne peuvent quitter les camps où ils sont retenus. Cette campagne est organisée par l'association Partage avec les enfants du tiers-monde, dont le directeur Pierre Marchand a décidé d'entreprendre un jeûne public. Selon les autorités de Kaboul, en Afghanistan, un avion aurait été abattu par la guérilla. Il y aurait 53 morts après cette action de la guérilla. Correspondance téléphonique du Pakistan d'un correspondant de l'AFP. La radio de Kaboul captée ici a dit qu'il y avait eu 53 personnes tuées, dont des femmes et des enfants, dans l'avion civil abattu ce matin au-dessus de Shahjoy, au sud du pays. Le Hezb Islami, un gros parti de la guérilla, a affirmé dans la soirée qu'il s'agit d'un avion militaire et qu'il n'y avait que 5 personnes à bord. Le Hezb Islami dit que c'est lui qui a abattu l'avion. Autre perte reconnue par la radio de Kaboul, un général, Qayoum Sadiq, a été tué à Kandahar, au sud. Il y a de très sérieux combats à Kandahar depuis la fin mai. Les Moudjahidines disent avoir tué le général dans des combats hier. Au nord aussi, des Moudjahidines ont fait savoir aujourd'hui que le 17 mai dernier, ils avaient détruit un poste frontière en territoire soviétique, au nord-ouest de l'Afghanistan. Une centaine de maquisards et des civils auraient été tués dans les représailles qui ont suivi. Islamabad, Dimitri Kosko, AFP Audio. En Pologne, après Cracovie hier et beaucoup d'incidents entre les partisans de Solidarité et la police, le pape est arrivé à Gdansk. Jean-Paul II doit y rencontrer Lech Walesa. Jean-Claude Darigo. Ça y est, le pas est franchi. Jean-Paul II a approuvé aujourd'hui l'action du syndicat Solidarité et mis en cause un certain nombre d'orientations de la politique polonaise, sa réponse à lui aux manifestations d'hier à Cracovie et à la répression policière. Il n'est pas normal que la Pologne manque de pain, a souligné le pape. Il faut revenir aux accords de 1980 signalés entre le gouvernement et Solidarność. Ce message, qui s'adressait prioritairement à Solidarité rurale, a trouvé de l'écho bien sûr à Stettin et ici en ce moment à Gdansk, le fief du syndicalisme ouvrier et le lieu de vie et d'action de Lech Walesa. En voulant rencontrer le leader de Solidarność, Jean-Paul II semble amorcer la deuxième partie de son plan de voyage. Désormais, il n'hésite plus à susciter un affrontement gradué avec le pouvoir polonais. Son appel à divers mouvements interdits traduit la liberté de ton que le pape veut adopter. Cette mobilisation des esprits inquiète les autorités qui quadrillent en ce moment Gdansk. Demain matin, grand-messe dans la ville des chantiers et un discours de Jean-Paul II que les Polonais attendent avec un immense espoir. Et si vous voulez aider les enfants polonais, eh bien le comité Amitié Pologne en France organise en ce moment une opération de solidarité dans toutes les pharmacies de France afin d'acheter du lait maternisé pour les enfants polonais. Vous trouverez ce genre de panneau dans toutes les pharmacies. Voilà pour l'actualité aujourd'hui. Donc on retourne à Londres en direct avec vous Bernard pour les élections. Peut-être quelques estimations, non pas encore? Alors pas encore, Claude, pas encore, parce que simplement le scrutin n'est pas terminé. Ah oui. Il se termine à 22h, donc 23h heure de Paris. Donc une première fourchette 10 minutes après, ce qu'on appelle, vous savez, l'estimation de sortie des urnes à Londres comme à Paris. Sauf que le scrutin est un peu plus compliqué, on va y revenir dans un instant. Mais d'abord une certitude, Alain Cancès, les Anglais étaient très impliqués, très mobilisés cette année. En fait, ces élections sont un véritable référendum pour ou contre Mme Thatcher et la révolution économique, culturelle que depuis 8 ans elle impose à la Grande-Bretagne. Si ce soir Mme Thatcher a une majorité suffisante, au moins 50 ou 60 sièges... Contre 140 aujourd'hui à peu près. Oui, mais tout le monde s'attend à ce qu'elle perde certains sièges. Mais si elle conserve 50 ou 60 sièges, elle pourra poursuivre sa révolution et la rendre pratiquement irréversible.
Si elle n'avait pas cette majorité, les choses deviendraient plus compliquées. Alors la dimension de la majorité, on va en reparler tout à l'heure, mais d'abord, pour vous expliquer comment fonctionne cette élection, quel est le mode de scrutin dans ce pays, c'est un peu particulier. Voici le point tout de suite avec Bruno Ledreff et Bruno Carrette, c'est leur enquête. Dans l'isoloir, Madame Thatcher était une femme seule. En sortant du bureau de vote, elle attendait des millions de voix derrière les candidats de son parti. Les derniers sondages lui accordent une majorité parlementaire oscillant entre 40 et 100 sièges, bien moins que lors du scrutin de 1983. Les conservateurs l'avaient alors emporté avec 144 sièges d'avance. Les travaillistes de Nell Kinnock sont crédités de 32 à 35% des voix. L'alliance centriste, dirigée par David Owen et David Steele, en obtiendrait 22%. 2324 candidats se disputent les suffrages de plus de 43 millions de Britanniques. Ils sont élus pour 5 ans au scrutin uninominal à un tour. Les bookmakers ont déjà voté pour les conservateurs, qu'ils donnent vainqueurs à 1 contre 9. Jamais les Britanniques n'avaient autant parié que cette année. Tous les records ont été battus, plus de 10 millions de francs d'enjeux déposés. Les possibilités de jeu sont multiples. On peut parier sur le vainqueur des élections, sur le nombre de sièges remportés par chacun des partis, ou encore sur un résultat local. Les bureaux de vote ferment à 22 h. Les premiers résultats significatifs seront disponibles dans la nuit. Quant aux heureux parieurs, ils devront attendre demain matin 10 h pour empocher leur gain. Voilà, et puis l'enjeu, Alain, l'enjeu, c'est la poursuite ou non du thatcherisme. Absolument. Le thatcherisme, pour certains Anglais, ceux du sud de l'Angleterre, ceux de Londres, c'est une vie meilleure, moins d'impôts, un véritable boom économique. Pour d'autres, au nord, dans les régions touchées par la crise, c'est la misère et le mot n'est pas trop fort. Ils sont minoritaires, mais ils sont malheureux. Et chacun voudrait trouver un équilibre. Madame Thatcher, elle est convaincue que la seule solution pour l'Angleterre, c'est que sa révolution aille jusqu'au bout et qu'à travers sa révolution, tout le monde un jour puisse en bénéficier. Alors la personnalité de Margaret Thatcher qui est au centre véritablement de cette élection, qui est très personnalisée pour elle comme pour les leaders travaillistes, on va le voir. Mais d'abord, vous êtes essayé à faire le bilan de cet effet Thatcher depuis donc 8 ans, depuis 8 ans que Margaret Thatcher est arrivée au 10 Downing Street. Ses adversaires et parfois certains de ses amis la surnomment Attila. Où elle passe, disent-ils, plus rien ne repousse. En 8 ans de pouvoir, avec une volonté froide et implacable, Madame Thatcher a profondément transformé la Grande-Bretagne. Elle a d'abord brisé les pouvoirs traditionnels, celui des syndicats par exemple, qui ne se sont jamais remis de la longue et dure grève des mineurs. Elle a frappé jusqu'au sein de son propre parti, où les modérés, tous ceux qui ont voulu lui résister ont dû se soumettre ou se démettre, comme messieurs Pym ou Heseltine. Adepte convaincue du libéralisme économique le plus intransigeant, elle a laissé faire la loi du marché, avec des résultats incontestables. De nombreux secteurs, comme les entreprises financières, les services et certaines industries de haute technologie, connaissent actuellement un boom industriel dont bénéficient des millions d'Anglais. Mais il y a la contrepartie. Peu d'argent pour les services publics dont la situation se détériore. Peu d'argent pour les hôpitaux, où l'on doit fermer certains services alors que les listes d'attente s'allongent et que la qualité des soins se dégrade. Peu d'argent pour l'enseignement public, ce qui compromet l'avenir des enfants des classes les plus modestes. Et surtout, pratiquement aucune intervention de l'État pour venir en aide aux secteurs et aux régions ravagées par la crise. Le Nord, le Centre, l'ancien cœur industriel de la Grande-Bretagne, le bastion de l'industrie lourde et de transformation. Résultat, 3 millions de chômeurs et 8 millions de Britanniques qui vivent aux limites du seuil de la pauvreté. Le prince Charles lui-même s'est inquiété un jour en privé, mais en le faisant savoir, de devoir hériter d'un pays divisé avec les risques grandissants de violence qu'implique ce fossé qui sépare aujourd'hui 2 Angleterres. Du coup, de très nombreux Britanniques, y compris bon nombre de ses partisans, sont un peu fatigués et inquiets du rythme et de l'ampleur de la révolution Thatcher. Consciente de cette méfiance et de ce scepticisme, certains de ses partisans parlent même de ras-le-bol, Madame Thatcher s'est voulue au cours de la campagne moins flamboyante. Elle a essayé de changer son image. Se montrant en famille, avec des enfants ou dans les hôpitaux, elle a voulu faire oublier sa réputation de dame de fer au cœur sec. Elle n'y est pas entièrement parvenue. Mais les sondages indiquent qu'une majorité relative de Britanniques semble continuer à faire confiance, sinon à Madame Thatcher elle-même, du moins aux principes et aux grandes idées
du Parti conservateur. Bien, alors ça on le saura tout à l'heure, aux environs de 23h, 23h30, avec une première approche. Mais en face des conservateurs, il y a les travaillistes, un parti qui est un peu rénové, avec un leader qui est apparu, mais un parti divisé. Mais je crois quand même que la grande victoire pour les travaillistes, c'est que dans cette campagne, ils ont trouvé un leader. L'île Kinnock, à laquelle personne ne croyait, s'est imposée. Il lui reste peut-être maintenant à se bâtir un parti, mais en tout cas, c'est une bonne nouvelle pour les travaillistes. Ils ont un leader. Il ne gagnera sans doute pas ce soir, mais il est bon partant pour la prochaine fois. Alors Neil Kinnock qui a succédé à Michael Foot à la tête du Labour, on voit tout de suite, vous avez suivi sa campagne électorale, c'est une sorte de portrait, une manière de portrait du nouveau leader travailliste. Neil Kinnock, le leader du Parti travailliste. Dynamique et chaleureux, ce Gallois de 45 ans est l'incontestable vainqueur de charme de la campagne électorale. Il bénéficie aujourd'hui de la plus forte cote d'amour de toutes les personnalités politiques britanniques. Remarquablement aidé par sa femme Glenys, il a su, tout au long d'une brillante campagne, émouvoir et séduire. Il a ému lorsqu'il a rappelé que, fils d'un ouvrier et d'une assistante sociale du Pays de Galles, il a été le premier des Kinnock à pouvoir se rendre à l'université. Il a ému lorsqu'il a promis de donner demain ce droit à tous les enfants des classes modestes. Il a séduit lorsqu'il a promis de diminuer le chômage, de remettre l'Angleterre au travail, de réduire les inégalités. Mais Neil Kinnock n'a pas convaincu. Ses promesses coûtent très cher et il faudra bien trouver l'argent quelque part. Une perspective qui séduit beaucoup moins les Anglais que les promesses de Mme Thatcher de réduire encore les impôts. En préconisant le désarmement nucléaire unilatéral de la Grande-Bretagne, Neil Kinnock a certes séduit près de 40% des Britanniques, adversaires farouches du nucléaire, mais il en a inquiété encore davantage. Plus grave peut-être, avec une victoire travailliste, beaucoup de Britanniques redoutent le retour en force d'un pouvoir syndical qui, dans le passé, a trop souvent sacrifié l'intérêt général à certains intérêts corporatistes. Mais le vrai problème de Neil Kinnock, c'est le Parti travailliste lui-même. Un parti où, à côté d'hommes de gauche, généreux, mais réalistes et bons gestionnaires, on trouve une forte minorité gauchiste, activiste et bruyante. Une minorité dont les propos souvent excessifs et l'action à la tête de certaines municipalités n'ont guère convaincu les Anglais. Ils ont laissé plus de dettes que de bons souvenirs. Certes, Neil Kinnock a récemment expulsé de son parti la fraction la plus dure de ces extrémistes, ceux qu'on appelait les militants. Mais il reste encore beaucoup de gauchistes au sein du Labour Party, et leur présence fait perdre à Neil Kinnock ces voix centristes dont il aurait tant besoin. Au cours de la campagne, Neil Kinnock a incontestablement fait la preuve de ses qualités personnelles d'homme d'État. Mais pour gagner, il lui reste maintenant à se bâtir un parti. Alors Alain, dernière force en présence, il faut en parler pour comprendre ce qui se passe en Angleterre aujourd'hui, l'alliance centriste qui déçoit un peu. Non, parce que l'Alliance centriste est en fait victime du système électoral anglais. Troisième force, avec 20% des suffrages, elle n'arrive pas à s'imposer au Parlement, elle n'a pas la représentation parlementaire que pourraient mériter ses suffrages, mais ce sera la même chose ce soir. Un scrutin uninominal à un tour très cruel, effectivement, pour les petites formations. Aucune chance. Merci Alain. Il est temps d'aller rejoindre maintenant mon autre invité, c'est Jean-Michel Jarre, je vous le disais. Jean-Michel Jarre que vous pouvez voir sur Antenne 2 depuis tôt ce matin, depuis Télématin, donc c'est notre invité du jour. Alors Jean-Michel Jarre qui est parti très vite de Paris, il était, vous l'avez vu en fin d'après-midi à la Maison de la Radio avec Christophe de Chavannes. Il a pris très vite 2 mobylettes, une moto et un avion. Il est arrivé il n'y a pas bien longtemps, mais enfin il était avec nous. Jean-Michel Jarre qui connaît bien la Grande-Bretagne. Bonjour Jean-Michel. Bonjour. Vous connaissez bien la Grande-Bretagne pour beaucoup de raisons. D'abord des raisons personnelles, sentimentales. Vous êtes quand même marié à Charlotte Rampling, il faut le dire, elle est britannique. Et puis enfin, vous connaissez bien ce pays pour y travailler. Oui, c'est vrai. Et c'est pour ça que c'est une double raison de ma présence ici. Je veux dire que en ce qui concerne ces élections, il fait pour moi pas trop de doute que Margaret Thatcher soit élue, puisque tout dépend de sa majorité, c'est la vraie question. Oui, elle n'a pas grand monde en face d'elle, et je crois que c'est ça qui contraste beaucoup avec notre paysage politique français, où finalement on a de part et d'autre, à droite comme à gauche, peut-être 3 ou 4 personnages de premier plan, ce qui n'est pas du tout le cas en Angleterre. On l'oublie quelquefois quand on voit le paysage politique français. Margaret Thatcher domine le paysage. Tout à fait. Je crois que même dans le milieu conservateur, où elle agace beaucoup de gens, il faut le dire, je crois, les gens la respectent quand même le fait et croient au fait qu'elle conserve une idée, c'est le cas de le dire, une idée de nation, et en même temps admire quelque part son opiniâtreté, sa détermination. C'est un personnage tout à fait central d'ailleurs qui s'est acquise la classe moyenne qui est apparue ces dernières années en Grande-Bretagne. Alors vous avez beaucoup voyagé à travers des tournées, notamment dans le nord du pays, et vous avez vu des facettes qu'on voit assez rarement en définitive de cette Grande-Bretagne, ces fameux 8 millions de Britanniques qui sont
au seuil de pauvreté, comme le disait Alain Concesse. Tout à fait, je crois qu'il y a une violence même dans le contraste des situations économiques en Angleterre bien plus grande que dans n'importe quel pays européen, enfin, que je connais en tout cas. Je crois qu'on peut dire qu'il y a une ligne au-dessus de Londres qui sépare l'Angleterre pauvre de l'Angleterre riche. Ce qui explique peut-être la violence des hooligans, par exemple. Alors, on va quitter la politique parce qu'on aura le résultat de l'élection dans quelques heures, donc on saura exactement ce qui s'est passé. Là, on spécule un petit peu. Oui, on le saura tout à l'heure parce que vous êtes là également, parce que vous avez un très grand projet, un peu comparable à Houston ou à Lyon. On n'en parle pas tout de suite, car Bruno Le Dreyf vous a suivi avec Bruno Carrette aujourd'hui dans ce lieu précis que vous avez choisi pour ce nouveau grand projet. Regardez ce reportage et ensuite, on en parlera tous les deux. Un quartier en rénovation, Jean-Michel Jarre en repérage pour son prochain grand concert. Les endroits qui sont ici sont des hangars désaffectés qui sont en train d'être détruits pour le concert, pour qu'on puisse mettre le public, et en même temps se servir à la fois de ces grues qui sont presque des images, j'allais dire des images d'Épinal, mais des images, des clichés de la vieille Angleterre. Et c'est un endroit de basculement, c'est-à-dire que c'est à la fois le symbole de la vieille Europe, de la première révolution industrielle et de son échec aussi. Et puis sur le plan musical, c'est aussi le symbole un petit peu toute la période punk, la période musicale des années 70, fin des années 70, qui a vécu, mal vécu le chômage et qu'il a décrit musicalement. Puis c'est aussi le symbole de la vieille Europe qui, après avoir été en crise, se renouvelle. C'est un petit peu la renaissance de ce qu'on attend dans les 20 années à venir en Europe. Puisque cet endroit des Docklands, qui est lié historiquement au commerce, au port et à la révolution industrielle du début du siècle, va devenir un complexe tout à fait futuriste, tout à fait moderne, un petit peu le Londres du 3e millénaire. En fait, la scène va être sur l'eau ici, et on va utiliser tous ces différents hangars. Et les grues aussi, comme fond de scène en fait. Jean-Michel Jarre a rencontré les élus locaux, il les a convaincus. Après Houston et Lyon, rendez-vous fin septembre dans les Docklands de Londres. Mon cœur va à Lyon à cause de la diffusion de ce soir, et je voudrais en profiter pour vraiment remercier Jean-Marie Cavada et toutes les équipes d'Antenne 2 qui ont fait de cette journée un moment très spécial pour moi. D'accord, vous êtes notre invité tout au long de cette journée, il faut le rappeler. Absolument. Mais c'est pas fini parce qu'effectivement, Claude, vous nous expliquez ça, maintenant il y a encore du Jean-Michel Jarre sur l'antenne. Oui, ce sera ce soir sur Antenne 2, bien sûr, à 22h10, retransmission du concert de Jean-Michel Jarre. C'était à Lyon, c'était un concert du 5 octobre 86, vous vous en souvenez peut-être si vous l'avez assisté en direct à Lyon. Et cette retransmission se fera donc sur Antenne 2 en simultané et en stéréo sur Énergie. En voici un extrait de ce concert de Lyon d'octobre 86. Voilà, 22h10 sur Antenne 2, Jean-Michel Jarre, le concert de Lyon. J'ai encore les résultats du quartet à vous donner, quartet qui se disputait aujourd'hui, 2, 11, 16, 9, c'est le résultat. Dans l'ordre, ça donne 1512 francs, et dans un ordre différent, 126 francs pour 5 francs.
La météo, Alain, eh bien, nuages et averses, suite Claude, puisque demain nous connaîtrons à peu près le même régime qu'aujourd'hui, avec quand même une petite aggravation. Regardez la carte du temps prévu pour demain, toujours un temps très variable, principalement sur la partie nord, nuages, éclaircies et averses, surtout dans l'après-midi. Un temps un peu plus clair quand même sur la Bretagne, la Normandie et les Pays de la Loire. Et au sud, une tendance orageuse, puisque l'air humide et chaud arrive du sud. Donc tendance orageuse avec quand même, surtout important, depuis les Pyrénées, le Pays Basque, jusqu'au sud du Massif central, dans l'après-midi, une aggravation de ce temps nuageux et pluvieux avec de fortes rafales de vent. Une région un peu plus privilégiée dans l'après-midi, c'est le bassin méditerranéen qui sera très ensoleillé dans l'après-midi, mais qui connaîtra en fin de journée, en début de soirée, eh bien, des nuages, des averses orageuses qui descendront donc du milieu du pays. Les températures, eh bien, elles resteront pratiquement les mêmes qu'aujourd'hui, de 15 degrés à Brest et à Cherbourg jusqu'à 21 degrés à Mulhouse pour la partie nord, et pour le sud de 19 degrés à Limoges jusqu'à 25 degrés à Bastia et Ajaccio en Corse. Demain, vendredi 12 juin, le soleil se lèvera à 5h49, se couchera à 21h52, c'est la Saint-Guy. Merci beaucoup. Donc le rendez-vous à suivre pour les élections anglaises, c'est juste après le concert de Jean-Michel Jarre, concert à 22h10 et à 23h10 avec Philippe Arroir et Bernard Rapp, toujours en direct de Londres, les résultats des élections anglaises. Demain, Télématin se fera en direct du Bourget à partir de 6h45 avec Roger Zabel, et puis aussi direct de Londres pour les résultats électoraux britanniques. Et je vous retrouverai à demain. Demain 20h, bonsoir, merci.